la Charente-Maritime, quand l'ensemble de la planète est attentive au sort de l'eau et à la préservation de l'eau. Bonsoir Pierre-Emmanuel Charpentier, vous êtes avec nous pour cette troisième table ronde d'une série qui est tournée ici à Fourras en Charente-Maritime, sur vos terres, puisque vous êtes le directeur de la rédaction de Charente-Maritime pour Sud-Ouest. On va voir cette troisième table ronde. Les deux premières, la 1 et la 2, c'est facile à faire, jusque-là j'y arrive, sont à retrouver sur sudouest.fr TV7. Et puis on vous invite aussi à découvrir Tempo, l'émission consacrée au thème de l'eau qui démarrera fin juin à 20h30 le 26. Et puis ça sera tous les mois. Pierre-Emmanuel, on va parler d'agriculture, c'est un sujet épineux. On va aussi appeler, en même temps que vous allez me répondre, les invités de cette table ronde. Benoît Biteau, député européen et agriculteur, européen, pardon. Luc Servant, président de la Chambre régionale agriculture et céréalier. Et puis on avait Nathalie et Jean-Michel Despois, mais c'est Nathalie qui va nous rejoindre, on est ravis, agriculteur et pisciculteur à Consac, qui vont nous rejoindre les uns les autres ici et ici. Un petit passage devant la caméra, mais on va y arriver. Pourquoi c'est un enjeu important au-delà du choc médiatique qu'il y a eu ces dernières semaines? C'est un enjeu parce que c'est nos vies, c'est nos assiettes, c'est notre accès à l'eau, c'est tout ce qui a été commencé à dire dans les deux tables rondes précédentes. Et ça va, on ne pourra pas aborder tous les sujets autour des bassines ce soir. Benoît Biteau, M. Servant et Mme Despois le savent. C'est extrêmement large comme problématique. Mais pour simplifier, on va un peu parler de nos assiettes aussi ce soir. Pas que ça, mais un peu. Allez, on vous laisse parler d'assiettes et d'eau et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez-y, Benoît Biteau, si vous voulez vous mettre sur ce pupitre. Benoît Biteau, bonsoir. Vous êtes député EELV pour la Charente-Maritime. Vous êtes aussi agriculteur. On va faire un petit flashback pour les gens qui suivent l'histoire des bassines. Ce n'est pas que Sainte-Soline, les bassines. Hein. Ça remonte à des années, à 2010. En tout cas, le début de la polémique. Et à cette époque-là, donc il y a déjà 13 ans, vous aviez proposé un règlement d'intervention sur le stockage de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs, ce train de mesure? Oui, bonjour à tous, merci de votre invitation. Effectivement, merci de rappeler ce geste politique qui a eu lieu effectivement en octobre 2010. Plusieurs personnes dans la salle s'en souviennent. Guillaume était avec nous à la région, il y a Véronique Lapré qui est là aussi. Le contexte, c'est qu'en mai 2010, on a eu un contexte de sécheresse extrêmement violent, comme quoi c'est pas nouveau, et qu'on aurait pu déjà à cette époque-là s'interroger sur les conséquences du changement climatique, et que se poser la question de comment est-ce qu'on pouvait imaginer mieux partager l'eau, et comment une collectivité comme la région pouvait être acteur d'une meilleure gestion de l'eau. Et donc, on s'est mis autour de la table, donc on est en mai 2010, avec des élus en charge de ces sujets-là. Je pense à mon ami Serge Morin, qui était aussi vice-président de la région à ce moment-là. Et on a essayé de proposer un règlement d'intervention pour essayer de construire comment la région pouvait être un acteur de la façon dont on pouvait accompagner un meilleur partage de l'eau. Et bien sûr, le sujet des bassines, et c'est le sujet de ce règlement d'intervention que vous convoquez, est à l'ordre du jour. Et ce règlement d'intervention, elle mérite de faire exploser complètement cette idée reçue qu'il y a deux mondes parfaitement irréconciliables, des pros et des anti-bassines, puisque ce règlement d'intervention, c'est un chemin de décision, c'est une feuille de route qui élabore les préalables nécessaires à la réussite, parce que c'est ça l'enjeu, c'est la réussite du stockage de l'eau pour réussir le partage de l'eau. Et pour donner, M. Biteau, quelques exemples concrets, il y avait un peu ce qu'on s'est dit, de recréer des zones humides, etc. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, et ça a été dit dans les autres tables rondes, je ne vais pas répéter, on constate que l'aménagement des territoires qui a été constaté dans les 50 dernières années participe à une évacuation toujours plus rapide de l'eau vers les océans. Et donc, le premier préalable de ce règlement d'intervention consiste à dire reméandrons les cours d'eau, recréons les zones humides, effaçons des calibrages qui font qu'on a créé des autoroutes de l'eau, et donc faisons en sorte que l'eau soit ralentie, l'eau soit retenue sur les bassins versants, de manière à ce que, d'une part, le ralentissement de cette eau permette une infiltration en profondeur et donc permette le stockage en profondeur. Et Guillaume l'a dit, Guillaume Crabal l'a dit, c'est le meilleur stockage qu'on puisse imaginer, c'est le stockage en profondeur, parce que c'est celui qui ne se dégrade pas, c'est celui qui est durable. Et donc c'était ça l'idée, c'est créons toutes les conditions avant d'appuyer sur le bouton bassine pour recharger toutes les nappes au maximum. Et à partir du moment où on a rechargé les nappes, on peut imaginer facilement satisfaire un certain nombre d'usages, et au premier rang desquels, pourquoi pas l'agriculture. Et donc c'est ça ce règlement d'intervention. Et donc au bout du bout de ce chemin de décision, se pose la question du maïs. On ne va pas occulter le sujet. Dans ce règlement d'intervention, il est clairement dit
qu'on peut imaginer d'autres solutions que le maïs irrigué tel qu'il est connu aujourd'hui, et donc se tourner vers une alternative au maïs qui s'appelle le maïs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique autour du maïs, qui est le maïs hybride, qui est exigeant en eau. Sauf que, et je me rappelle de mon grand-père, sans être nostalgique d'une agriculture où on est au bout de la bêche et on fait de la traction animale, mais je me rappelle de mon grand-père qui sélectionnait lui-même son maïs et qui, quand il récoltait des grains de maïs, était en capacité de le ressemer. Et ça avait le mérite de créer des écotypes. C'est-à-dire que ces maïs qui n'étaient pas irrigués étaient précisément des maïs qui permettaient de pousser dans des conditions non irriguées. Et donc c'était ça la dernière étape, c'était dire, est-ce qu'en enlevant le maïs irrigué tel qu'il est connu aujourd'hui de l'équation et sans flinguer la filière maïs, parce que c'était ça l'idée, sans flinguer la filière maïs, n'est pas une bonne réponse pour justement permettre, comme tu le disais Guillaume, choisi cette fois, de produire localement, d'irriguer des productions qui vont être des haricots verts, des petits pois, des carottes, des tomates, qui vont permettre de satisfaire l'alimentation locale. Et donc si on enlève de l'équation le maïs, c'est une bonne réponse. Et puis la dernière, il y a quand même une dernière étape, c'est que si au bout de ce chemin de décision, on conclut que malgré tout, il faut faire des bassines et qu'on a créé toutes les conditions de la réussite parce qu'on aura rechargé la nappe, parce qu'on aura imaginé d'autres façons d'utiliser l'eau disponible, on a besoin de bassines. On propose un financement à 100% par de l'argent public. Donc moi, je veux bien que vous me regardiez l'anti-bassine. Mais la gueule d'un anti-bassine qui dit on va financer les bassines à 100%, c'est quand même pas exactement un anti-bassine. C'est pour ça qu'on ne peut pas être dans cette opposition dogmatique des pros et des anti-bassines. Moi, je pense que ça n'existe pas et que ces mondes ne sont pas irréconciliables. Et donc, on proposait le financement à 100% des bassines pour permettre une gestion publique de l'eau. Que disent les lois, que ce soit les directives cadres européennes sur l'eau, que ce soit la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dans leur premier article, disent l'eau est un commun. Et donc, quand on parle d'un commun, ça exige qu'on assure une gestion publique. Et c'est pour ça qu'au moment de la création du CIRES, Françoise, moi j'ai dit à mes élus qui siégeaient au département, j'ai dit il faut encourager l'émergence du CIRES à ce moment-là. Parce que c'était une première entrée vers une gestion publique. Et puis la dernière étape, ce n'est pas dans le règlement d'intervention, mais c'est plus tard, en 2014, quand la région devient autorité de gestion des fonds européens, on élabore ce qu'on appelle le plan de développement rural régional qui siège à l'utilisation des fonds européens. Et à ce moment-là, et Guillaume s'en rappelle, on a reversé ce règlement d'intervention dans notre plan de développement rural et on a ajouté une autre étape, parce qu'à ce moment-là émergeait ce qu'on appelle un parc naturel marin. Alain, je ne le vois plus, Alain en a parlé, et il y a le maire de Fouras que je salue, qui était là tout à l'heure, qui est ostréiculteur et qui sait de quoi je parle. On en parlera après, ça, monsieur Buteau, sinon on va faire la... Mais c'est important de dire que la dernière étape, c'était de solliciter un avis conforme du conseil de gestion du parc naturel marin, plutôt que de décider par un arrêté préfectoral l'émergence des bassines, c'est-à-dire un organe de consultation où tous les acteurs peuvent s'exprimer. C'était un flashback nécessaire. Merci. Je voulais revenir et interroger monsieur Servan là-dessus. Sur la première partie que vient de décrire Benoît Biteau, vous n'êtes pas en désaccord en fait. Vous arrivez en désaccord à partir du maïs, il me semble. Ça, pour le grand public, cette partie qui n'est pas un désaccord, tout le reste l'est, on a du mal à la comprendre. Parce que vous, ce que vient de dire Benoît Biteau, encore une fois, sur toute cette histoire d'eau, de Remé André, etc., vous êtes d'accord. Donc, alors, sur une grande partie de ce qu'a dit Benoît, effectivement, alors bonsoir à toutes et à tous d'abord, effectivement, moi je crois que ce qui a évolué quand même depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a cru pendant très longtemps qu'il suffisait de réduire les prélèvements en eau de l'agriculture et qu'avec ça, on allait résoudre tous les problèmes. Et donc les prélèvements, pour parler de chiffres, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, dans les années 2000, l'agriculture prélevait plus de 100 millions de mètres cubes dans le département, 100 à 110 millions de mètres cubes, et on s'est dit, si on baisse de 30-40%, on va résoudre tous les problèmes, il n'y aura pas de problème pour l'eau potable, pour les milieux. Et en fait, on s'est aperçu que même en baissant les volumes, et aujourd'hui ils ont baissé de plus de 40%, on est autour de 55-60 millions de mètres cubes de prélèvements pour l'agriculture, finalement ça ne résout pas les problèmes. Parce que le réchauffement climatique est là, va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, parce qu'il y a d'autres prélèvements, on l'a dit, effectivement, qui ont tendance peut-être à s'accroître ou en tout cas à se maintenir. Et donc avec ça, on n'a pas résolu le problème et on n'a pas résolu le problème des milieux. Et donc ce sur quoi nous on a travaillé, mais qui est une démarche peut-être assez proche, hein, au niveau du monde agricole, moi j'ai suivi la mission du préfet Biche, on a fait le tour d'un grand nombre de bassins en France et puis travaillé sur les assises de l'eau, le Varenne agricole de l'eau. Et on s'est dit aujourd'hui, la question de l'eau, elle est tellement cruciale, elle concerne tellement d'enjeux qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Et que l'agriculture ne doit pas être la partie sacrifiée
sacrifier. Il ne suffit pas de dire on va réduire l'agriculture, tout ira bien. Non, l'agriculture, elle a aussi une priorité. On le voit depuis quelques années encore plus. On doit assurer la souveraineté alimentaire. On a un ministère qui s'appelle par ce nom-là. Et donc, on met tout le monde autour de la table et on voit comment on répond à l'ensemble des usages en fonction de la ressource. Sur la disponible. fameuse souveraineté alimentaire, on en avait discuté quand on avait abordé le problème des bassines ensemble. Pourquoi ne pas promouvoir à plus grande échelle une agriculture en circuit court, de manière beaucoup plus intensive, plutôt que d'exporter ailleurs? Et ça, vous aviez eu une réponse en me parlant de l'eau virtuelle. Alors, expliquez-nous ce que c'est et pourquoi, dans un premier temps, pourquoi on ne tenterait pas d'être plus local, tout simplement, oui, non, à mais plus grande justement, échelle. et la question est à grande échelle, quand on parle de la France tout à l'heure, ça a été dit. Quand je dis à grande échelle, ça peut être des petits groupes sans que ce soit des immenses exploitations aussi. Oui, C'est pas la- d'accord, c'est pas la mais même si chose. on prend même au niveau de la France, depuis 2010, en 2010, on apportait 19% de nos fruits et légumes. Aujourd'hui, on est à 49% de nos fruits et légumes. C'est la chute de la production des fruits et légumes en France. Et les fruits et légumes, il faut de l'eau. Le maïs, Benoît a parlé du maïs, surface de maïs irriguée dans la région, divisée par 3 depuis le 2010. Et avec ça, finalement, on n'a quand même pas résolu les problèmes. Donc il faut vraiment avoir une autre approche et considérer les besoins en eau pour l'agriculture. Et quand je dis qu'on apporte de l'eau, les chiffres, on les a aujourd'hui. Les fruits et légumes, c'est beaucoup d'eau importée. Les protéines qu'on ne fait pas chez nous, c'est beaucoup d'eau importée. Et en fait, on importe virtuellement, ce qu'on appelle virtuellement, mais via la production Expliquez alimentaire. ce concept Voilà. d'eau virtuelle. On a calculé que dans les productions agricoles et alimentaires qu'on importe en France, dans l'eau qui est dedans, on importe plus de 4 milliards et demi de mètres cubes d'eau via les fruits et légumes et toutes les productions agricoles qu'on importe, et on exporte finalement 1,5 milliard. Donc on importe en France 3,5 milliards de mètres cubes d'eau de pays qui en ont beaucoup moins que nous. D'Europe du Sud, d'Afrique, tout à l'heure ça a été dit, on parlait des haricots verts d'autres pays. Et donc, quand on parle de circuit court, oui, mais justement, il faut qu'on relocalise nos productions parce qu'on va assurer la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, et on mangera des fruits et légumes qui viennent de chez nous, des protéines qui viennent de chez nous. Mais ça veut dire que ça demande aussi de l'eau, justement, ce qu'on en apporte, et on se pose la question, mais tous ensemble, avec les autres usagers, comment on répond à ces besoins. D'où l'idée de projet de territoire et de gestion de l'eau, et ça, je l'ai fortement défendu, parce qu'un projet de territoire, on met l'ensemble des acteurs autour de la table et on trouve des solutions en commun, avec une partie pour l'eau, pour l'agriculture, comme une partie pour le tourisme, comme pour les milieux, l'ostréiculture. Et la Charente-Maritime, s'il y a un département qui partage l'ensemble des enjeux, c'est bien la Charente-Maritime. Dans ce que dit, il dit beaucoup de choses, M. Servan, mais dans ce qu'il dit, il parle aussi de solidarité, finalement, au-delà des frontières de l'Hexagone. Quand il parle de l'eau virtuelle, c'est aussi ne pas déporter ailleurs ce qui pose problème chez nous. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais il a raison, il a parfaitement raison quand il dit qu'on importe de l'eau, quand on importe des fruits et légumes qui viennent de l'étranger. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que dans cette équation de gestion de l'eau sur notre territoire, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire du maïs, je dis qu'il faut le faire autrement. Et il faut sortir de l'équation l'irrigation du maïs. J'ai vu Mathilde dans la salle qui travaille sur le PAT, le plan d'aménagement territorial, d'alimentation territoriale, pardon, à La Rochelle. Le constat de départ, c'est 2%, je crois, de la production locale qui finit dans l'assiette des Rochelais. Est-ce que vous mesurez le delta, le gain de souveraineté alimentaire, justement, parce que c'est ça la vraie définition qu'on peut gagner à réorienter l'agriculture. Et donc, effectivement, on importe de l'eau, mais on en exporte beaucoup. Quand on exporte du maïs depuis le port de la Palisse, on exporte énormément d'eau aussi. Donc, le bilan, tu as raison, Luc, le bilan, il est plutôt qu'on en importe plus qu'on en exporte. Mais sortons de ces logiques où on veut absolument exporter des denrées alimentaires alors qu'on est obligé d'en importer pour satisfaire notre souveraineté alimentaire. C'est ça qu'il faut qu'on résolve. Luc, tu as parlé des protéines. Moi, je dis chiche. Produisons nos protéines, arrêtons d'en importer. Mais pour produire des protéines, il va falloir libérer des surfaces. C'est-à-dire que les mêmes surfaces qui servent aujourd'hui à faire du maïs qu'on irrigue massivement ne pourront pas aussi produire des protéines. Et puis, parce que Luc, on s'est croisé il n'y a pas longtemps à Bruxelles et il travaille pour le COPA et la COGECA. En tout cas, il est élu. Moi, je dis que moi, je chiche sur les protéines. Sauf qu'il faut commencer par des travaux pratiques. Et on a ce foutu accord de Blair House qui a été signé en 92, qui a été versé aux accords de l'Organisation mondiale du commerce en 95, qui bloque les surfaces de protéines en Europe à 5,2 millions d'hectares. L'autonomie protéique de l'Europe, c'est entre 15 et 18 millions d'hectares. Donc on voit bien que tant qu'on n'aura pas été dénoncé cet accord de Blair House à l'OMC, on pourra toujours ventiler et faire des grands gestes avec nos bras pour dire on veut notre autonomie protéique, sauf que
On a fait le choix dans l'accord de Blair House de signer notre dépendance aux protéines qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, tant qu'on sera dans ces logiques-là, effectivement, on sera dans des logiques où on continuera de produire du maïs, qu'on irriguera massivement, on exportera notre eau et on en importera qui viennent de pays où elle est extrêmement rare. Et je suis d'accord avec ce diagnostic. On peut cesser d'importer ces produits chargés d'eau en les produisant localement. Mais j'insiste, il faut sortir le maïs de l'équation. Et il y a une alternative au maïs qui s'appelle le maïs population et qui pousse sans eau. C'est noté. Je ne vous ai pas oublié, Madame Depoix, c'est promis, mais j'avais prévu qu'il serait bavard. J'ai encore 2 questions et c'est à votre tour. On a dit en préambule qu'on parlait de nos assiettes. On a commencé à en parler. C'est important. On voulait détailler ce qu'on appelle le lien terre-mer, c'est-à-dire toutes les interactions entre l'intérieur des terres, les productions agricoles intérieures et évidemment en Charente-Maritime les productions ostréicoles et mytilicoles qui sont capitales ici. C'est un de vos chevaux de bataille aussi, Benoît Biteau, pardon. Ça existe, mon cousin s'appelait Bruno. Voilà, j'étais pas loin. Racontez-nous ce lien terre-mer. Alors ce lien terre-mer, je suis très heureux d'en parler parce qu'on en a parlé pour la première fois aux Assises de l'eau qui ont eu lieu à La Rochelle. Et Monsieur Cuvillier, à l'époque, m'avait demandé de réfléchir à la façon dont on pouvait créer le dialogue entre les acteurs des activités primaires en mer, donc les pêcheurs, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, et les acteurs de la gestion de l'eau sur Terre. Et donc, à ces Assises de l'eau, j'ai restitué les travaux d'un atelier et j'ai suggéré à Frédéric Cuvillier, à l'époque, de créer une instance qui s'appelle une commission mixte du lien terre-mer, et Guillaume sait qu'elle est toujours en activité, où j'ai eu le plaisir donc d'assister à l'émergence de cette commission mixte et de la présider au tout début. Et cette commission mixte a l'intérêt de faire siéger à parité des membres du comité de bassin, des comités de bassin concernés, en l'occurrence là on parlait du bassin Adour-Garonne, et du conseil maritime de façade du sud de l'Atlantique. Et donc là on faisait converger les attentes et les objectifs de ces acteurs-là. Le postulat de départ part du principe qu'on peut avoir des ambitions élevées sur la restauration des écosystèmes marins, mais que parce que 80% des pollutions qu'on trouve en mer sont d'origine terrestre et que surtout 100% des pollutions qu'on produit sur Terre finissent en mer, ce ne sera pas possible sans qu'on intègre dans les politiques de gestion de l'eau terrestre les enjeux de la qualité des effluents ou de la quantité des effluents qu'on va renvoyer en mer. Et donc c'est ça le postulat de départ, et donc on s'en parle, et on confronte le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau dont a parlé Guillaume, et le schéma directeur de stratégie en milieu marin porté par les conseils maritimes de façade, et on essaie d'avancer sur ces enjeux-là. Et donc c'est ça le lien terre-mer. Mais on ne pourra pas, sur ce sujet aussi central que l'eau, ne pas imaginer les bonnes façons de gérer l'eau de la source à l'estuaire, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait plus ces conflits d'usage. C'est d'ailleurs le boulot que fait Jean-Marie au Forum des marins atlantiques. C'est un des enjeux centraux de la fonction du Forum des marins atlantiques, c'est de proposer une gestion cohérente de la source à l'estuaire. Et seulement à cette condition-là, on pourra commencer à parler de la bonne gestion, de la qualité des eaux marines et la restauration de l'écosystème marin. Et puis, revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on a la chance, parce que c'est une chance, sur ce territoire d'avoir un parc naturel marin, composé de 71 personnes, qui sont issues de tous les milieux, des scientifiques, des agriculteurs, des pêcheurs, des plaisanciers, des sportifs de plongée sous-marine, tout le monde est là. Et donc quand on a un projet, comme les bassines par exemple, qui peuvent impacter, comme ça a été fait en mer d'Iroise, par exemple, où on avait un gros projet de porcherie, impacter ce qui se passe à l'estuaire, ce qui se passe en mer, eh bien, ayons l'audace, ayons le courage, plutôt que de signer un arrêté préfectoral tout seul dans son coin, de donner le poids qu'on a donné au conseil de gestion, qui est un poids juridique remarquable, qui s'appelle l'avis conforme. Eh bien, soumettons tous les projets de bassines à l'avis conforme du conseil de gestion. Et là, on aura définitivement une vision globale de la gestion de l'eau, de la source à l'estuaire. Je vais faire réagir M. Servan sur ce lien terre-mer. Votre situation n'est pas facile, c'est difficile de répondre. Est-ce que vous avez le sentiment que les agriculteurs font le nécessaire pour préserver donc, ces écosystèmes, notamment l'ostréiculture ou la mytiliculture?
Alors, il y a une prise de conscience aujourd'hui Ouais. qu'il faut que les choses bougent, effectivement, et les agriculteurs sont prêts à y aller. Par contre, il faut qu'on puisse les accompagner, il faut qu'on leur présente des politiques claires, avec une visibilité dans les politiques, ce qui n'est pas toujours le cas, quand même. Et donc, aujourd'hui, dans la transition qu'on accompagne, nous, les chambres d'agriculture, effectivement, il faut revenir à des systèmes diversifiés, parce qu'il faut réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et donc rendre des systèmes plus résilients et prendre en compte le changement climatique. Mais qui n'ont pas disparu. L'utilisation des produits phytosanitaires Donc, qui n'ont pas disparu, est en mais baisse, qu'on mais- accompagne aujourd'hui dans la baisse. Et puis, il y a une transition à faire et à trouver les solutions de remplacement. Et donc, dans la transition qui est à faire et dans l'accompagnement qui est à faire, c'est là où le rôle de l'eau peut être aussi central. Parce que finalement, quand Benoît disait qu'il faut remplacer le maïs par le maïs, comme je dis, le maïs irrigué a été divisé par 3 depuis 10 ans. Et aujourd'hui, quand il y a la sécurisation de l'eau, finalement, ce n'est pas du maïs qui se fait, mais c'est d'autres cultures sous contrat qui arrivent. C'est des cultures de légumes ou des cultures de semences ou de la protéine. Et on installe des cultures de contrat comme ça. On le voit dans les secteurs Sud-Vendée, par exemple, où il y a les réserves voilà, qui sont mises en place, là aussi portées par un syndicat mixte. Tout autour, derrière, on se voit des nouvelles filières qui arrivent, de l'installation et de la diversification des cultures. On voit plus d'agriculteurs biologiques qui s'installent. Ça, on le voit en Vendée, 5 fois plus d'agriculteurs biologiques quand ils ont accès à l'eau, à la sécurisation de l'eau, contre 2 fois plus quand ils sont en culture sèche et qu'ils n'ont pas la sécurisation. C'est ce qu'on voit aussi en Deux-Sèvres. Donc le rôle de l'eau est important là-dessus pour accompagner cette diversification. Et puis par rapport aux politiques à mettre en place, alors la question de l'eau, évidemment, si on arrive un jour à avoir une visibilité là-dessus, je pense que derrière, on pourra faire bouger les choses. Mais il y a aussi toute la question quand même de la qualité aussi et des marais. En Charente-Maritime, on a quand même quelque chose de très spécifique, c'est qu'on est à la 2e zone humide, et on a encore le maintien, en grande partie, quand même, d'un élevage extensif qu'il faut accompagner. Et là, par contre, les politiques, effectivement, agricoles qui accompagnent sont parfois compliquées. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'on travaille là-dessus, avec les premières mesures d'accompagnement des agriculteurs, des éleveurs. Aujourd'hui, on a toujours entre 25 000 et 30 hectares qui sont accompagnés par des mesures, alors mesures environnementales ou autres sujets, sauf qu'à chaque fois, on a quand même des budgets qui manquent. La nouvelle programmation de la PAC, encore une fois, on a plus d'agriculteurs qui veuillent souscrire ces mesures que de fonds disponibles. Donc il faut qu'on trouve aussi un ensemble de mesures pour les accompagner ou des nouveaux outils. On parle aujourd'hui de prestations pour services environnementaux qui pourraient aussi se mettre en place dans les zones de captage, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui s'engage à modifier ses pratiques, on reconnaît qu'il a un intérêt pour le milieu, pour l'environnement, c'est un service rendu à l'environnement et donc on l'accompagne par une prestation. Ça, c'est des outils qui commencent à apparaître. Il faut aussi des moyens et parfois ça manque dans les politiques agricoles. Merci. Nathalie Depoix, vous êtes, vous, au confluent de tout ça un petit peu, parce que vous êtes en même temps agriculteur et pisciculteur. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Vous êtes dans les deux mondes. Agriculteur, parce que avec son mari, je le mettais au pluriel. Voilà, effectivement. Voilà. Bonjour à tous. Je remplace au pied levé, c'est le cas de le dire, mon mari qui s'est blessé au pied, justement, et donc il ne pouvait pas monter sur l'estrade. Mais il est là, vous pourrez lui poser aussi des questions à l'issue de ce débat si besoin. Donc, nous, effectivement, on est pisciculteurs, on élève des poissons, on produit de la spiruline et maintenant des crevettes en eau douce. Et je pourrais dire que ce qui résume notre métier, c'est notre capacité à recycler l'eau, en fait. Donc, nous fonctionnons en circuit fermé. Et vous le faites depuis très longtemps, depuis Et 89. effectivement, hein, on en a pris conscience très tôt parce qu'effectivement, nous achetions cette eau. On fait partie du NASA, un syndicat qui fédère plusieurs agriculteurs pour l'usage d'un forage. Et donc, payant cette eau et n'ayant pas le droit aussi de la restituer dans le milieu naturel, nous avons été aussi dans l'obligation d'imaginer nos solutions pour la recycler. Mais en fait, comme on a dit depuis le début, l'eau, c'est précieux, c'est aussi effectivement le début de la vie. Et donc cette eau dans laquelle arrivent toutes les déjections de poissons, les eaux usées, de la spiruline ou toutes les autres possibilités qu'on pourrait intégrer, hein, comme la gestion des effluents d'une commune, pourquoi pas. Notre lagunage, en tout cas, en est capable. Hein. On a un petit lagunage comparativement à celui de Rochefort. Mais l'idée, c'est bien effectivement de permettre à la vie de redémarrer. On produit du phyto, du zooplancton, qui va à nouveau nourrir nos larves de poissons, nos crevettes. Et de vos crevettes, oui. Bien entendu, et qui, effectivement, constitue un exemple de solution, puisqu'on n'est pas une solution miracle non plus, mais c'est en tout cas des possibilités qui sont offertes. L'eau est exactement aussi un support de culture
en fonctionnant en circuit fermé. Et ça vous a fait économiser l'eau depuis des années, néanmoins. Bien entendu, Voilà, évidemment. c'est considérable. On économise. Si on devait fonctionner en circuit ouvert, je pense qu'on ne consomme aujourd'hui que 10 à 20% de ce qu'on consommerait en fonctionnement ouvert. Ce que me disait votre mari, puisque c'est lui que j'ai eu au téléphone Oui. pour préparer l'interview, était intéressant par rapport au débat sur les bassines. C'est parce que vous, c'est une forme de bassine aussi. Oui. Votre mari me disait il y a 10% d'évaporation d'eau. Donc sur votre structure, je le cite, pas de souci, ça passe. Sur des structures beaucoup plus importantes, comme celles qui alimentent les céréaliers ou autres, il était dubitatif, alors que c'est un système proche du vôtre. Oui, effectivement. Alors, l'évaporation, c'est une donnée importante dans cette gestion de l'eau. Et c'est à connecter avec le reportage qu'on a vu tout à l'heure dans les Landes, où effectivement, on distribue l'eau d'une manière beaucoup plus douce en sous-sol et qui permet de limiter cette évaporation. On peut commencer aussi par des choses comme ça, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple, M. Servan ? Et je crois que ça fait partie justement des exemples où il faut chercher et voir comment on utilise et on réutilise l'eau. L'eau peut servir plusieurs fois. On parlait de la réutilisation des eaux usées. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup fonctionné en disant l'hiver, il faut évacuer l'eau le plus vite possible. Et le monde agricole en a fait partie à ce moment-là. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas le renier. Aujourd'hui, et à un moment donné, s'apercevoir 3 mois après qu'il n'y avait plus d'eau. Aujourd'hui, voyons voir comment utiliser l'eau. Moi, comme je dis très souvent, de l'eau, elle peut être utilisée 5 fois. Si on a un barrage hydroélectrique en montagne, on fait l'électricité. Ensuite, on fait du soutien d'étiage. Elle peut être utilisée pour une ville pour l'eau potable. Et ensuite, l'eau usée va être réutilisée pour l'agriculture. Et entre-temps, elle peut même passer par une centrale nucléaire pour refroidir une centrale. Enfin, on peut dire que l'eau, peut être largement utilisée comme ça. On est quand même un pays dans lequel il y a de l'eau, hein, de l'eau disponible. On est quand même dans les pays mieux servis. Ça correspond pas. Le problème, c'est que la ressource n'est pas disponible au moment où on en a besoin. Donc, voyons comment on gère ça. Il y a des territoires, on prend le sud-est, ils ont fait des grands barrages à un moment donné. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, aujourd'hui, s'il n'y avait pas le barrage de Serponçon, ce serait un désert. Il y aurait sans doute moins de tourisme. On ne peut pas faire de barrage ici. Non, alors nous, on ne peut pas faire de grands barrages, mais on peut aussi trouver d'autres solutions. Un peu trop plat. Sauf que la Charente a quand même 2 barrages. Hein. Il y a Lavaux et Machaban. La Savigny-Orthez a quand même aussi un barrage, Touche-Poupard. Et c'est quand même ces barrages qui arrivent à maintenir l'étiage l'été quand les choses sont très compliquées. Et là, j'en viens aux bassines comme Madame Depoix ou son mari, où tous les deux nous disent qu'ils ont le sentiment, modestement, que ces systèmes ne sont pas adaptés à grande échelle. Ça vous parle ? Oui. Ouais. Bah, c'est pas adapté. Après, ça dépend sur quelle langue. Si on dit on sécurise la ressource en eau, à un moment donné, parce qu'on la prend l'hiver quand elle passe. L'hiver, il y a quand même de l'eau. Enfin, les chiffres, ils passent plus de 8 millions, en moyenne 8 millions de mètres cubes par jour à la Charente. Donc, quand on le cumule sur l'hiver, ça fait quand même du volume assez important. On a des moments des crues assez importantes. Donc, de capter une part très faible finalement de ce qui passe l'hiver pour la stocker et puis résoudre une partie des problèmes l'été, ça fait aussi partie du bon sens. C'est ce qu'on fait beaucoup de pays. Après, je rejoins aussi tout ce qui a été dit. Il faut voir l'ensemble des solutions disponibles. Sans doute réaménager des zones humides. Hein. On parle effectivement des vallées ou des marais chez nous. Dans le nord du département, on a la cuvette de Nuaillé. C'est pas une bassine, là c'est une cuvette de Nuaillé, mais dont on sait. Et dans le projet de territoire de gestion de l'eau locale, c'est un rôle important puisque c'est une zone humide qu'il faut garder en eau. Mais comment aussi là on accompagne les agriculteurs au printemps pour pouvoir accepter finalement que l'eau reste longtemps sur leur parcelle. Il y a la question effectivement des nappes, enfin avoir tout un ensemble de solutions pour arriver à trouver la solution. Mais on doit y arriver avec l'eau disponible dans notre département et par rapport aux besoins et aux utilisations. Si on se met tous autour de la table, et là je le répète, il faut qu'on le fasse, avec une gestion publique. Vous avez tous du mal, hein, j'en suis témoin, je suis neutre. Moi, vous avez du mal à vous mettre autour de la table et à vous entendre. Là, ce soir, oui, mais je parle en général, c'est quand même compliqué. Hein. On y est. Ouais. Aujourd'hui, oui. On a passé des heures ensemble à discuter d'eau avec Luc Servan et avec un autre acteur qui était important à l'époque où moi j'étais vice-président d'une région, c'était Philippe de Guénin. Hein, donc on a su se mettre autour de la table, même si on n'a pas toujours trouvé les réponses. Sur ce sujet et moi je reprends le chiffre 8 millions de mètres cubes par jour. Le sujet, c'est pas de dire on va prendre une partie infime de ce volume de 8 millions de mètres cubes pour le stocker, c'est de faire en sorte que ce volume de 8 millions de mètres cubes soit infiniment plus faible, c'est-à-dire, et c'est la réduction et le ralentissement de l'eau. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas qu'il y a 8 millions de mètres cubes qui partent à la mer et on peut en prendre un peu dedans,
c'est que c'est beaucoup trop qui part à la mer. Et c'est ça le sujet. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque pour créer les conditions de la réussite du stockage de l'eau. Et je prends ma casquette de député européen, je regarde ce qui s'est passé en Espagne, qui est souvent montré en exemple comme une solution merveilleuse de stockage de l'eau. On a fait en Espagne, sur les bassins versants, des cascades de barrages avec des volumes, des capacités de stockage qui pouvaient satisfaire 3 années de prélèvement. Ce qui s'est passé ces dernières années, et vous allez comprendre très bien les mécanismes, c'est qu'il n'y avait plus assez d'eau sur fond de changement climatique pour recharger les barrages. Et les barrages, ils réalimentent l'aval que par la surverse. Et donc, quand on ne les remplit plus, il n'y a plus de surverse. Et derrière, on a créé des déserts. C'est ce qui se passe à Doñana en ce moment. Et une des raisons, pour laquelle il n'y a plus de surverse, eh bien, c'est l'évaporation dont parlait Nathalie. C'est-à-dire que là-bas, sur fond de changement climatique, où il y a des températures très élevées, où on a fait des plans d'eau absolument gigantesques, eh bien, on observe jusqu'à 40% d'évaporation. Et donc, c'est la raison pour laquelle, derrière le barrage, il n'y a plus de surverse. Et quand il n'y a plus de surverse, eh bien, l'émissaire hydraulique qui est juste derrière, il est toujours à sec. Et donc, c'est un désert. Donc, attention aux solutions technicistes et scientistes. Je répète ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, et j'en refais mon argument principal. Le meilleur stockage de l'eau qu'on puisse proposer, c'est le stockage souterrain. Donc, mettons tout en œuvre pour que le stockage souterrain soit maximal, que ce volume de 8 millions de mètres cubes qui sort à l'estuaire soit réduit à 2-3 millions et que ces volumes soient retenus sur les territoires. Et c'est ça le rôle des marais. Si avec Jean-Marie et d'autres, on s'est acharné, parce que c'est de l'acharnement, acharné à préserver les marais, c'est parce qu'ils jouent ce rôle fondamental. Et que quand on aura des marais à blanc d'eau, quel bonheur, des marais à blanc d'eau tout l'hiver, on aura de l'eau au printemps, on aura de l'eau au début de l'été pour satisfaire les ostréiculteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et on aura de l'eau dans les nappes souterraines. Une dernière question à Madame Depoy, et ensuite ce sera à vous dans la salle de poser des questions. Avez-vous le sentiment... Pardon ? Avez-vous le sentiment, Madame Depoy, d'être, vous êtes aussi citoyenne avant d'être agricultrice, d'être assez écoutée par que ce soit la FNSEA, que ce soit EELV, que ce soit quel que soit le camp. Avez-vous le sentiment d'être écoutée ? Alors, au niveau de la filière, on va dire piscicole, c'est compliqué, effectivement, parce qu'on est sans doute parmi les premiers acteurs à souffrir des manques d'eau, notamment, je pense aussi en raison du changement climatique. Nous, en Charente-Maritime, nous sommes très peu nombreux en pisciculture eau douce. On a une pisciculture d'esturgeon, une de truite et une autre d'étang. Donc, trop peu nombreux pour dire qu'on a le sentiment ou pas d'être écouté. En fait, on n'a pas la voix, finalement. Mais on a des collègues professionnels hors Aquitaine, comme les Dombes ou la Brenne, ou encore les truites dans les Landes. Malheureusement, effectivement, les manques d'eau vont s'avérer cruciaux pour toutes ces exploitations à terme rapide. Très rapide. On est sûrement en danger rapidement. Y compris pour la spiruline, c'est compliqué aussi, oui, la filière très spiruline. Compliqué, effectivement. Alors, c'est les fameux accords commerciaux dont tu parlais. Les protéines végétales ne sont pas effectivement intégrées dans les soutiens de l'Europe et nous avons un mal fou à nous débarrasser d'une concurrence chinoise féroce. Voilà. Merci Madame Depoy. On va passer aux questions de la salle. Allez, avant, on va regarder une dernière fois tout ce qu'on a fait en matière de débat sur l'eau. 3 débats sur l'eau avec Sud-Ouest TV7 ici à Foura, que vous pouvez retrouver sur tv7.com et puis sur sudouest.com. C'est à retrouver quand vous voulez en visio. On va regarder une dernière fois le prochain rendez-vous qu'on aura sur TV7, 20h30, le rendez-vous mensuel de l'eau, la bande-annonce, le générique, et on se retrouve effectivement ici à Foura. Merci madame, merci messieurs. Tempo, le Mac de l'eau du Grand Sud-Ouest. L'eau essentielle est présente partout dans nos quotidiens. Face au changement climatique, il est temps d'agir pour la préserver. Chaque mois, Tempo décrypte les enjeux de l'eau et vous entraîne à la rencontre des acteurs qui s'engagent pour son avenir. Un programme proposé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne au Grand Sud-Ouest.